premières étreintes depuis 2 ans, l'heure des retrouvailles en Israël. Ce matin, le Hamas a libéré les 20 derniers otages israéliens encore en vie. 4 corps ont été restitués. Plusieurs convois ont rejoint l'État hébreu. Des images applaudies place des otages à Tel Aviv. Ils rentrent chez eux, cette guerre sanglante et misérable a pris fin. C'est un nouveau jour pour cette région. Au même moment, autre scène de liesse à Ramallah, où la foule attendait ces cars transportant des détenus palestiniens libérés en échange des otages israéliens. Tellement content. Moi, j'ai été condamné à la perpétuité. 250 personnes incarcérées pour des raisons de sécurité, notamment à la suite d'attentats anti-israéliens, ainsi que 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre, devaient être libérés en vertu de l'accord trouvé sous l'égide de l'administration Trump. Le président américain a d'ailleurs tenu à venir en personne en Israël. Il a été accueilli par une longue ovation en milieu de journée à la Knesset. Vous avez réussi ce que personne ne croyait possible. Vous avez rallié la majeure partie du monde arabe à votre proposition de libérer les otages et de mettre fin à la guerre. Et Donald Trump, qui se complaît dans le rôle de faiseur de paix, ne compte pas s'arrêter là. Alors Donald Trump, qui co-préside ce soir un sommet sur Gaza, Sharm el-Sheikh en Égypte, aux côtés du président Al-Sisi, est-il en train de rebattre les cartes au Moyen-Orient? Peut-il imposer la paix à Gaza et dans toute la région? Nos 3 invités pour ce débat. Michel Taubman, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-israélien, responsable du Proche-Orient à la revue Politique Internationale et fondateur de l'association de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Selon vous, la libération des otages est un moment très fort sur le plan émotionnel. Même si la paix n'est pas pour aujourd'hui, cela va permettre à Israël de se tourner vers l'avenir. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO, et spécialiste du Proche-Orient. Votre ouvrage, Le Livre noir de Gaza, est paru au Seuil. Et selon vous, Agnès Levallois, je déplie mes feuilles, si les armes se sont tues, la guerre n'est pas terminée, d'autant que beaucoup de sujets ne sont pas abordés dans le fameux plan Trump en 20 points. La question du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza reste incertaine. Et à côté de vous, Maya Kadra, bonsoir, enseignante, journaliste franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient. Selon vous, il y a une vraie période d'accalmie qui accompagne la libération des otages israéliens, mais une question se pose à propos des prisonniers palestiniens libérés. Ajoutez-vous, ce sont pour certains des profils radicalisés. Comment s'en protéger? Et on démarre avec l'image du jour, Benjamin. Celle de Omri Miran, vous allez voir, 48 ans, l'un des 20 otages israéliens libérés ce lundi par le Hamas, après 738 jours donc, de captivité. Une photo diffusée par l'agence France-Presse et l'armée israélienne, prise dans la ville de Reim. Il est accueilli, on le voit, par un membre de sa famille qui est paré d'un drapeau israélien. Michel Thomas, on imagine le soulagement, le vôtre, celui des Israéliens? Oui, écoutez, je suis revenu d'Israël vendredi avec mon épouse et donc jeudi soir, on était sur la place des otages. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on n'y allait plus, où on y passait un peu par devoir, parce que tous les samedis soirs, il y avait ce rendez-vous place des otages et on passait par devoir et par solidarité. Et c'était assez pathétique parce que c'était le même rituel des parents qui imploraient Netanyahou, Trump, etc. Et on n'avait pas d'espoir. Et là, brusquement, il y a eu un moment émotionnel extrêmement fort qui s'est poursuivi, qui s'est amplifié aujourd'hui. Et c'est très bien, et il faut profiter de cette joie. Dans quelques heures, tout ça va être tempéré par le fait qu'on va voir arriver des cercueils. Et puis, il y a le télescopage. Voilà. Et il y a le télescopage, alors, qui peut être très intéressant, ou qui peut être critiquable, entre la première phase, qui a lieu aujourd'hui, et la deuxième phase. Aussitôt, on embraye sur l'avenir, et ça, on en discutera. On va en parler après. Agnès Levallois, mais pour rester sur la libération des otages, ça semblait impensable il y a encore 2-3 semaines, cette image, non ?
Oui, mais ce qu'on voit bien, c'est que Donald Trump a décidé d'agir comme il l'avait fait, je rappelle, en janvier dernier, où il avait contraint Netanyahou à accepter une négociation, que la première phase avait été obtenue, la libération d'otages à l'époque, et que Netanyahou, en mars, avait décidé de rompre la trêve et de reprendre les bombardements. Donc on voit bien que quand Trump décide d'intervenir dans ce conflit, il a évidemment des moyens et des leviers de pression sur Netanyahou, lui permettant d'obtenir un résultat. Et ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a certains Israéliens qui en veulent quand même à Netanyahou d'avoir retardé à ce point la libération des otages, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une négociation, il y a eu libération des otages. Mais là, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir du fait que, ça y est, tous les otages sont rentrés vivants sont rentrés. C'est ça le plus important. Maya Kadra, c'est un triomphe pour Trump qui a été d'ailleurs acclamé à la Knesset. La Knesset, les députés étaient debout, c'est ça? C'est le moment... Son momentum. Alors, à défaut d'avoir pu remporter le Nobel, le prix Nobel de la paix, il a profité quand même de son moment de gloire à la Knesset, mais il avait raison. Le Parlement israélien. Parce qu'il a forcé la paix. Il a parlé de ce fameux concept de la paix par la force. Bon, c'est peut-être pas ce qui est idéal, mais sa méthode a marché, parce que, comme l'a dit Benjamin, on ne s'attendait pas à la libération des otages. Or, aujourd'hui, Donald Trump a un peu tordu le bras et au Hamas et à Benjamin Netanyahou, afin qu'on puisse arriver à ce résultat qui soulage les familles des otages, mais qui soulage aussi les civils palestiniens qui mouraient sous les bombes pendant cette guerre. Donc là, aujourd'hui, c'est un exploit qu'on doit à Trump. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, Trump, on va voir ce qu'il a déclaré à la Knesset. C'est vrai que voilà, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens et pour beaucoup d'autres. Michel Thomas, c'est vrai que Biden avait tenté. Est-ce que c'est une question d'homme, en l'occurrence? C'est Netanyahou qui a su parler et avoir ce discours aussi que peut entendre Netanyahou et le Hamas? Alors, il y a 1 an et demi, déjà, un plan du même type était sur la table. C'est-à-dire, on savait comment ça pouvait se terminer. Ça ne pouvait pas se terminer, comme le disait Netanyahou, par la force. On ne pouvait pas libérer les otages par la force. Les deux objectifs du gouvernement israélien et de Netanyahou, éradiquer le Hamas et libérer les otages, étaient des objectifs contradictoires. On a libéré les otages, mais 85 d'entre eux sont morts. Donc on n'a pas libéré tous les otages. On a libéré les otages et on va récupérer 85 cadavres et on n'a pas éradiqué le Hamas. Donc ces deux objectifs n'ont pas été atteints. Alors on va évoquer avec vous trois un homme de l'ombre, enfin façon de parler, derrière Donald Trump, qui est sans doute déterminant dans toute cette opération de diplomatie et puis aussi d'économie. On en parlera avec vous. C'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Oui, Jared Kushner, 44 ans. Il était présent aujourd'hui à la Knesset et d'ailleurs Donald Trump lui a rendu hommage pour son excellent travail. Il est le mari de la fille de Donald Trump, Ivanka, et le fils de Charles Kushner, l'ambassadeur des États-Unis en France. Mais il a surtout plusieurs cordes à son arc qui lui ont permis d'avoir un rôle, comme vous l'avez dit, déterminant dans la signature du cessez-le-feu. La première chose, c'est qu'il a mené des négociations qui ont abouti à la signature des accords d'Abraham en 2020, alors qu'il était conseiller pour le Moyen-Orient sous Trump 1. Deuxièmement, il est issu d'une famille juive new-yorkaise et son père est un ami proche de Benjamin Netanyahou. Et troisièmement, son nouveau terrain de jeu, en plus de la diplomatie, ce sont les affaires économiques. Mohamed Ben Salman est l'une de ses relations privilégiées, ainsi que d'autres financiers du Qatar et des Émirats arabes unis. D'ailleurs, Jared Kushner aurait été celui qui a poussé Donald Trump à faire pression sur Netanyahou pour relancer les négociations de paix après l'attaque israélienne au Qatar. Et maintenant, quel sera son rôle? Eh bien, aujourd'hui, il travaille à la reconstruction de Gaza avec son binôme Steve Witkoff, envoyé spécial au Proche-Orient. Il n'est pas exclu qu'il puisse faire partie du Conseil de la paix présidé par Donald Trump, mais il faut se rappeler tout de même qu'il était celui qui proposait en février 2024 d'envoyer les Palestiniens en Égypte pour transformer la bande de Gaza en un joyau touristique rentable, avec de la valeur. Agnès Levallois, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse administrer peut-être temporairement au moins la bande de Gaza? Tout est possible aujourd'hui avec Trump. Moi, ce que je trouve quand même un peu glaçant dans tout ça, et le fait d'avoir rappelé l'épisode de la Riviera est très significatif, c'est que ce projet était tellement ahurissant que tout le monde s'est élevé vraiment contre cette idée, et que maintenant, le projet étant un peu en deçà, on trouve que finalement, c'est un bon projet, alors qu'on voit bien dans le profil de Jared Kushner que la seule chose qui compte, c'est le business. Et pourquoi Trump a fini par exercer des vraies pressions sur Netanyahou? C'est suite au bombardement
du Qatar, qui a véritablement suscité une réprobation très forte de la part des pays du Golfe, avec à la clé le fait de pouvoir remettre en question tout le business familial de la famille Trump avec les pétromonarchies du Golfe. Et donc on voit bien qu'on est très très loin d'un processus politique, on est simplement dans un processus économique et que toutes les questions politiques qui sont absolument qui sont essentielles pour sortir ce conflit de l'impasse dans laquelle on est, de cette impasse absolument meurtrière, dramatique. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec une seule logique économique et diplomatique, avec ce qu'on a vu, que finalement la situation risque d'être encore pire après s'il n'y a pas une véritable reconnaissance, une volonté de reconnaissance de souveraineté des Palestiniens. Et je rappelle que dans le plan Trump, il n'y a absolument rien dans le plan en 20 points à ce propos, que la Cisjordanie n'est pas abordée et qu'on est à nouveau dans cette logique lancée par Israël de guerre contre le Hamas, de négociation contre le Hamas, et plus du tout avec les Palestiniens. Et cette nuance n'est pas qu'une nuance linguistique, correspond véritablement à une approche qui n'a rien à voir avec le règlement de la question palestinienne. Et en même temps, Maïa Kadra, on a vu aussi, est-ce qu'il y a un soulagement aussi du côté palestinien de la fin des hostilités et un espoir pour la suite, même si la deuxième phase peut être la plus compliquée, celle du désarmement, notamment du Hamas? Bien sûr, je peux entendre que beaucoup de points dans le plan Trump restent flous et que les Palestiniens n'ont pas vraiment peut-être des garanties très fortes. Mais ce qu'ils ont avec le plan Trump aujourd'hui est beaucoup plus supérieur qu'à ce qu'ils avaient avant la guerre. Avant la guerre, en Palestine, en territoire, en Cisjordanie ou à Gaza, il y avait un statu quo. Gaza était gouverné par le Hamas avec une certaine forme de gouvernement très liberticide qui pourchassait les opposants. En Cisjordanie, on n'avait pas encore secoué la classe politique qui aujourd'hui, elle est mise devant ses responsabilités. Mahmoud Abbas est à Sharm el-Sheikh pour discuter de la reconstruction, le président de l'autorité palestinienne, pour discuter du gouvernement intérimaire aussi, de technocrates à Gaza. Jamais les Palestiniens, les technocrates, ceux qui ont vraiment des compétences, n'ont eu l'occasion de gouverner. Le plan Trump, loin d'être parfait, donne la chance à des Palestiniens de la diaspora, à des Palestiniens qui ont des qualifications, de participer peut-être à forger l'avenir de leur pays. Vous avez l'air dubitative, je suis très sceptique parce que dans le plan, il n'y a rien qui permet d'intégrer les Palestiniens et que Netanyahou a dit que clairement, de technocrates. Il était hors de question que les Palestiniens aient leur mot à dire. Donc je crois qu'on est dans une logique, en tous les cas, aujourd'hui, dans ce plan Trump. Mais tout va dépendre. Ça peut s'ouvrir si les pays du Golfe exercent les pressions qu'il faut sur Netanyahou et sur Trump pour associer, justement. Il n'y a rien dans ce plan sur la Cisjordanie. C'est quand même quelque chose d'énorme, justement. Ça s'appelle le plan pour Gaza. Alors, ce que dit Agnès, moi, je l'aurais dit encore il y a 2-3 jours, mais les choses s'accélèrent. Moi, je pensais qu'il y aurait la première phase, et puis après, la deuxième phase serait remise à plus tard. Là, il y a une accélération d'événements, et la deuxième phase, les protagonistes se sont élargis, puisque on associe les pays arabes et musulmans, la Turquie, on associe l'Europe, on associe l'autorité palestinienne. Reste un problème, c'est Israël. C'est qu'on ne fera pas la paix sans Israël. Alors, Netanyahou a été invité. Il n'y a pas été. C'est très délicat pour lui d'y aller. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que qui aurait voulu être sur la photo à côté de lui ? Et puis, d'abord, une partie des pays arabes n'aurait pas souhaité tout de suite. Par rapport à une partie à sa majorité, être aux côtés de Mahmoud Abbas, alors qu'en Israël, on dit que Mahmoud Abbas est un terroriste au même titre que le Hamas. Donc là, on serait passé ça aurait brisé l'euphorie qui existe en Israël, mais qui ne va pas durer très longtemps, parce que maintenant, les questions politiques vont se poser, il faudra les résoudre. Alors, on va regarder une archive, parce que vous évoquiez la diaspora palestinienne et des Palestiniens qui pourraient s'investir d'une gouvernance et s'investir dans la gouvernance de Gaza. 1968 prisonniers palestiniens ont été libérés par les Israéliens, et une personnalité est très souvent évoquée comme une des plus populaires, c'est Marwan Barghouti. Il n'a pas été libéré, il est en prison depuis avril 2002, il ne fait donc pas partie de ces détenus libérés par l'État israélien aujourd'hui, c'est notre archive. Homme de terrain, Marwan Barghouti est un proche d'Arafat. Il a été interpellé cet après-midi à Ramallah lorsque des unités spéciales ont encerclé l'immeuble où il se trouvait. Marwan Barghouti est le chef des Tanzim, la branche armée du Fatah en Cisjordanie. Il est aussi considéré comme un des chefs des brigades El-Aqsa, une organisation qui dans un premier temps se cantonnait aux actions contre les colons et les soldats israéliens, avant de revendiquer plusieurs attentats suicides contre des civils en Israël. Le dernier a tué 6 personnes à Jérusalem vendredi.
Marwan Barghouti est député au Parlement palestinien. Il est entré en clandestinité fin mars, mais prenait depuis longtemps des précautions pour sa sécurité. Il faut dire qu'en août dernier, il avait vu la mort de près lorsque deux missiles israéliens avaient pulvérisé la voiture dans laquelle se trouvait son garde du corps, à quelques mètres de lui. Maya Kadra, certains disent qu'il n'a pas été libéré parce que justement, il pourrait être celui qui serait cet homme politique qui pourrait relancer la création de deux États. Est-ce que c'est aussi votre avis ou pas ? Non, ce n'est pas exactement mon avis. C'est un profil qui fait poser beaucoup de questions en Israël. Donc, pour le côté israélien, il présente une menace justement parce qu'il remet en question un peu son engagement politique. Il s'est séparé du Fatah. C'est vrai qu'il s'est battu contre le Hamas, beaucoup, Marwan Barghouti, mais c'est le Hamas qui, depuis 2011, demande sa libération. Il voulait sa libération contre Gilad Shalit. Aujourd'hui, dans le deal d'échange entre prisonniers et otages, il demande toujours Marwan Barghouti, et donc ça pousse un peu le côté israélien à se poser des questions sur le profil. Quels sont ses liens avec le Hamas? Est-ce qu'il s'est radicalisé? Et puis il y a l'épouse de Marwan Barghouti qui est toujours très très active, et je rappelle ses positions après le 7 octobre. Elle promettait de continuer le combat, et donc on a senti une certaine forme de connivence avec les actes du Hamas. Agnès, sachant qu'il y a beaucoup dans les libérés, certains qu'on pourrait considérer comme radicalisés. C'est aussi ça ce qui est avancé par Israël, la crainte qu'il se soit radicalisé en prison et qu'il continue le combat sous la férule peut-être de Barghouti, toujours en prison. Moi, pour l'avoir rencontré, Marwan Barghouti, à plusieurs reprises, je considère qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a le dialogue aussi bien avec l'OLP, les membres de l'OLP, qu'avec le Hamas, qui en fait justement une personne qui peut jouer ce rôle de médiation, qui a quand même eu toujours des positions très claires. Je rappelle qu'il faisait partie du programme de personnalité d'avenir du Quai d'Orsay, qui avait été repéré à l'époque comme étant un interlocuteur valable, et que si Israël ne le libère pas, c'est justement parce que il a cette capacité à pouvoir jouer un rôle politique en n'étant pas du Hamas et en étant quand même plutôt proche de la partie de l'OLP à laquelle il a appartenu pendant très longtemps, et que je pense qu'un Netanyahou ne peut pas aujourd'hui le faire sortir parce que ça serait, alors là il subirait les foudres de l'extrême droite, parce que c'est justement quelqu'un qui peut jouer ce rôle. Et pour moi c'était justement un signe de l'évolution aux côtés de Netanyahou si Marwan Barghouti sortait ou non. Et là pour moi c'est pas un signal, à mon sens en tous les cas, très positif de ce point de vue-là. Michel Tobman, est-ce que de tout cela, Benyamin Netanyahou sort renforcé ou fragilisé? Écoutez, moi, je ne fais pas de prévision sur l'avenir, puisque de minute en minute, ce dont on discute ici aujourd'hui, on n'aurait pas pu en discuter. Non, mais est-ce que son image a changé? Non, simplement, moi, je pense quand même qu'une fois la question des otages derrière nous, va se poser la question des responsabilités du 7 octobre, parce que les otages, c'était un poids énorme. C'est une société, la société israélienne, qui est un petit pays où tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Il n'y a pas d'enquête par rapport aux responsabilités du 7 octobre. Et donc, jusqu'à une présent, enquête indépendante est réclamée en vain depuis des années, depuis 2 ans. L'émotion, le combat, la guerre contre le Hamas, tout ça, ça empêchait la société israélienne, d'une part, de voir de l'autre côté, de regarder ce qui se passe. Mais vous ne voyez pas se transformer de faucon en colombe comme l'a été Ariel Sharon, avoir un destin similaire. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. D'ailleurs, il n'est pas allé à Sharm el-Sheikh. Je crois qu'il y a eu une hésitation. Oui. Il a été annoncé. Il n'est pas allé parce qu'il ne peut pas du jour au lendemain serrer la main de Mahmoud Abbas. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était allé à Sharm el-Sheikh? Il serait resté en son coin, refusant de parler à Mahmoud Abbas. Donc là, il y a un problème de renouvellement. Il serait aliéné la partie d'extrême droite, les suprémacistes de son gouvernement. C'est la question de sa coalition. Alors, je pense que de toute façon, la paix est un long chemin, mais elle se fera avec des hommes ou des femmes nouveaux et nouvelles, du côté palestinien comme du côté israélien. Alors, en attendant, il y a des dirigeants... Barghouti appartient au passé. Après, sur son sort personnel, moi, pour vous, il est du passé. Mais Netanyahou, de toute façon, je vais vous dire, même Churchill, qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale, il a été renvoyé dans ses foyers par les électeurs britanniques. Donc, il serait normal qu'en Israël... Et c'est ce que disent les sondages. Après tout ça, on change. Les Israéliens demandent des élections. Voilà. On va avoir un processus politique et on va respirer élections qui sont prévues normalement l'année prochaine en Israël. En attendant, oui, il y a des dirigeants européens qui sont toujours là et qui veulent trouver leur place. Écoutez Emmanuel Macron qui veut en effet trouver un rôle dans ce processus de paix. Il y a aujourd'hui une gouvernance ad hoc qui est en train d'être construite à Gaza. Il est prévu que la France ait en effet un rôle dans cette phase, que nous soyons associés à cette gouvernance, qu'on sera évidemment impliqué sur toutes les questions humanitaires, la reconstruction de nos hôpitaux, l'accompagnement et peut-être tout particulièrement la question des enfants. La deuxième chose, c'est que nous allons évidemment prendre notre rôle dans les questions sécuritaires.
Mais Kadra, on voit la France, les Européens veulent trouver leur place. Mais en même temps, ceux qui ont tout fait jusque-là, c'est les Américains. On a l'impression qu'en dehors d'eux, point de salut dans ce règlement du conflit. Et que les Européens essayent de trouver un petit trou de souris pour exister. En tout cas, oui, parce que Trump et les Américains ont les moyens concrets pour peser, que ce soit sur Netanyahou ou bien sur leurs alliés arabes. Ils sont forts de leurs alliances, de leurs amitiés au Moyen-Orient. Mais la France, comme le président l'a dit, elle peut jouer un autre rôle. Alors, est-ce qu'elle n'a pas joué déjà un rôle avec l'Arabie Saoudite? Il n'y a pas eu déjà quelque chose qui s'est imbriqué? C'était un rôle diplomatique très symbolique, mais qui n'a pas joué le rôle de catalyseur, contrairement à ce que disent beaucoup sur la décision de Trump. En fait, le véritable catalyseur, c'était la frappe sur Doha. Sur le Qatar. C'est ce qui a précipité la décision du président Trump. Mais Agnès Sauval, la reconnaissance de la Palestine par la France, des Palestiniens, a été un élément de pression ou important pour vous dans l'investissement de Trump, l'implication de Trump dans la résolution? Moi, je pense que la reconnaissance de la France, qui a entraîné d'autres reconnaissances, dont le Canada et la Grande-Bretagne, quand même, pour la première fois, des pays du G7 reconnaissaient l'État palestinien, ça a été un élément extrêmement important qui a accentué l'isolement d'Israël. Couplé à la frappe contre le Qatar, là, il y a eu un moment où Trump, du coup, n'avait pas d'autre choix, me semble-t-il, pour sortir, pour avancer, en tous les cas, et au moins, ça a permis l'arrêt des bombardements et la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Maintenant, pour la France, on voit bien que la France... Mais la France toute seule, non. La France, c'est les Européens. Le problème, c'est que les Européens sont divisés, et on le sait bien. Mais l'Europe va être sollicitée, mais y compris par Israël, parce que quand il va falloir payer la reconstruction de la bande de Gaza, c'est pas Israël qui va payer, c'est pas les États-Unis qui vont payer. On va demander aux pays du Golfe et on va demander également aux pays européens, qui à chaque fois, l'Europe a été là quand il y a eu besoin de reconstruire. Rappelez-vous, dans la foulée des accords d'Oslo, qui a financé à 2 reprises l'aéroport de Gaza et le port de Gaza qui ont été bombardés par les Israéliens, c'est l'Europe. Donc l'Europe va être sollicitée pour la reconstruction. Nous sommes les financeurs de la paix. Absolument. Et donc ce qu'il faudrait que pour une fois, ce ne soit pas simplement un rôle économique, mais qu'on arrive à utiliser en levier politique pour pouvoir peser et ne pas laisser les Américains tout seuls dans cette configuration, parce que ce sera, à mon avis, un peu inquiétant. Michel Tobman, la paix dans la région, Benyamin Netanyahou a évoqué la possibilité de signer des traités de paix avec les pays arabo-musulmans de la région, et peut-être même en allant plus loin, en regardant les chiites, pourquoi pas l'Iran? Oui. Est-ce que tout ça est du domaine de l'irréaliste? Écoutez, un des grands succès diplomatiques, les 2 grands succès diplomatiques de Donald Trump dans sa vie, ça a été les accords d'Abraham en 2020 et ce qui se passe ici, sous réserve de ce qui va se passer ensuite. Mais ce qui se passe ici réussira si il intègre la question palestinienne dans les accords d'Abraham. Donc, accord d'Abraham avec 3 pays, hein, c'est ça? Oui, mais c'est-à-dire les accords d'Abraham ne peuvent s'élargir à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays que si on intègre la question palestinienne. Et la question palestinienne ne peut pas être résolue dans un face-à-face entre Israël et les Palestiniens. Donc là, c'est une équation que Benyamin Netanyahou n'est pas prêt encore à résoudre. Et je pense que c'est d'autres... N'est pas prêt dans l'ordre de la volonté ou pas prêt, n'est pas en capacité? Les deux. Les deux. Les deux. Et puis la société israélienne, aujourd'hui, par exemple, la société israélienne est totalement hostile à 2 États, un État palestinien. Ça, c'est une chose qu'il faut dire, et c'est un fait qui est réel. C'est aussi univoque? Maya Kadra, vous pensez que c'est aussi univoque, cette hostilité? Oui, il y a une hostilité venant des 2 parties, en fait. Il y a une hostilité palestinienne, il y a une hostilité israélienne, mais là n'est pas la question, en fait. Il s'agit de volonté politique. Aujourd'hui, il faut imposer la paix. À défaut de plaider pour la paix, il faut l'imposer, je dirais pas par la force, mais avec beaucoup d'initiatives qui s'élargissent, en élargissant donc les accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite, le Liban, d'autres pays aussi, et en tenant compte aussi de la dignité des Palestiniens. Mais c'est vrai que ces accords d'Abraham qui avaient exclu les Palestiniens ont conduit aux attentats, pour moi, au massacre du 7 octobre. Donc, il faut, si on continue à travailler, il faut intégrer les Palestiniens, sinon on n'y arrivera pas. À tous les 3 d'avoir participé à notre débat.